Tout le monde sait que Ferdinand Magellan a été la première personne à faire le tour du globe. Mais que diriez-vous si nous vous disions que l'on vous a menti toute votre vie? Magellan est mort aux Philippines et n'est jamais revenu en Espagne. Sur les 270 hommes qui ont pris la mer pour l'expédition, seuls 18 ont terminé le voyage. Mais l'incroyable est qu'un homme aurait peut-être fait le tour du monde 1 an et 4 mois avant que l'expédition de Magellan ne revienne en Europe. Alors, qui était cet explorateur mystérieux? Et pourquoi a-t-il été perdu dans les sables, ou dans ce cas, les vagues du temps? Pour retracer le parcours du voyage de Magellan et découvrir ce qui s'est réellement passé lors de la première circumnavigation autour du globe, nous devons commencer par le début. Ferdinand Magellan, avant de trahir son Portugal natal pour naviguer sous le drapeau de son grand rival, l'Espagne, avait déjà exploré des régions du monde dont la plupart des Européens ne pouvaient que rêver. C'est vers 1480 que commence l'histoire de Magellan, et où une série d'événements conduira à la première expédition pour faire le tour du monde, prouvant une fois pour toutes que la Terre est ronde et non plate. Magellan est né à Villarreal, à Trás-os-Montes, au Portugal. Vers l'âge de 12 ans, il est devenu page à la cour portugaise. Cette position lui ouvrirait des opportunités dans le futur. En 1510, Magellan faisait partie de l'entreprise portugaise visant à établir une colonie sur la côte ouest de l'Inde à Goa. Pour ce faire, les navires portugais naviguent depuis leur patrie, le long de la côte ouest de l'Afrique, autour de la pointe sud du continent, et traversent l'océan Indien. C'est un voyage périlleux, mais que les Portugais sont devenus de plus en plus doués pour accomplir. Pendant l'expédition, Magellan assiste à la revendication de Goa par Afonso d'Albuquerque au nom du Portugal, et c'est ici qu'un nouveau centre pour le commerce des épices de l'Est est mis en place. Goa devient finalement la capitale de l'Empire portugais à l'est du Cap de Bonne-Espérance et perdurera les 450 prochaines années. En 1511, à l'âge de 31 ans, Magellan continue vers l'est avec une flotte portugaise où ils établissent Malacca portugaise, dans ce qui deviendra la Malaisie. Plusieurs ports sont mis en place où se développent des épices et un système commercial beaucoup plus sinistre. C'est de Malaï que les Portugais ont commencé à transporter des esclaves vers l'Europe. Ils contrôleront cette région jusqu'à sa capture par les Hollandais en 1641. Mais il y a un individu de cette partie du monde qui jouera un rôle particulièrement important dans l'histoire de la première circumnavigation du globe. Alors qu'il sert dans la force expéditionnaire portugaise qui colonise les îles de Malaisie et d'Indonésie, Ferdinand Magellan achète un esclave du nom d'Henrique. On ne sait pas d'où vient à l'origine le garçon de 14 ans, mais il parle malais et quelques autres langues. Le garçon apprend rapidement le portugais et passera les prochaines années aux côtés de Ferdinand Magellan. Inconnu de tous à l'époque et de beaucoup aujourd'hui, Henrique de Malacca deviendra l'une des personnes les plus importantes de l'histoire humaine. À son retour des conquêtes de l'Est, Magellan commence à se brouiller avec la couronne portugaise. Ferdinand Magellan est accusé de commerce illégal, et lorsqu'il propose un plan ambitieux pour naviguer vers l'ouest afin d'atteindre l'Inde, la Malaisie et l'Indonésie, Manuel Ier, roi du Portugal, le rejette. Magellan est sûr qu'il peut atteindre l'Extrême-Orient en voyageant vers l'ouest, et il a l'intention de le prouver. De nombreux grands explorateurs, savants et philosophes du monde ont démontré par diverses formes de preuves que la Terre est sphérique. Par conséquent, Magellan croit qu'il n'est pas seulement possible, mais que cela pourrait être plus rapide d'atteindre les colonies portugaises à l'est en voyageant autour de la pointe sud des Amériques et en traversant tout corps d'eau qui se trouve de l'autre côté. Lorsque Manuel Ier refuse de financer l'expédition, Magellan renonce à sa citoyenneté portugaise et déménage à Séville, en Espagne, en 1517. Il présente à Charles Ier d'Espagne son plan pour atteindre les terres productrices d'épices de l'Est en voyageant autour des Amériques. Au début, Charles est sceptique. Magellan exploite le désir de l'Espagne de renforcer son empire et d'obtenir une part du gâteau lucratif que sont les Indes orientales. Après plusieurs réunions, Charles Ier accepte de financer l'expédition. Il accorde à Magellan la citoyenneté espagnole et 5 navires. En plus de cela, Charles accorde au capitaine de l'expédition un monopole de 10 ans sur toute route qu'il pourrait découvrir, un pourcentage des bénéfices et un titre noble. Malheureusement, Magellan ne vivra pas assez longtemps pour bénéficier de ces récompenses. Dès le début, le voyage est rempli de conflits. L'équipage espagnol n'a pas peur d'exprimer son mécontentement à devoir suivre les ordres d'un commandant portugais. L'Espagne et le Portugal sont de farouches rivaux depuis des années. Charles n'est pas seulement le roi d'Espagne, mais aussi l'Empire romain sacré sous le nom de Charles V.
L'Espagne a conquis d'immenses territoires dans les Amériques, tandis que le Portugal a une emprise ferme sur les colonies dans les Indes orientales. En raison du bouleversement religieux mené par Martin Luther à l'époque, ainsi que de plusieurs crises politiques à travers l'Europe, seuls l'Espagne et le Portugal ont pu jusqu'à présent étendre leurs empires de manière significative. Le 10 août 1519, les 5 navires de l'expédition de Magellan, la Trinidad, Santiago, Victoria, Concepción et San Antonio, quittent Séville et descendent le fleuve Guadalquivir jusqu'à Sanlúcar de Barrameda. La flotte est baptisée Armada de Molucca et reste dans le port de Sanlúcar de Barrameda pendant un peu plus de 5 semaines en préparation du périlleux voyage à venir. Comme nous le verrons, seul l'un de ces navires terminera le voyage prévu avec une fraction de l'équipage de 270 hommes qui embarquent pour l'expédition. Le matin du 20 septembre 1519, la flotte de Magellan est prête à partir et le voyage pour faire le tour du monde commence. La Trinidad est le navire amiral de la flotte. À bord, Ferdinand Magellan regarde vers l'ouest alors que sa dernière aventure commence officiellement. Enrique, l'esclave acheté par Magellan à Malacca, se trouvait aussi à bord de la Trinidad. À ce stade, Enrique n'est plus un esclave, mais un serviteur de Magellan. Il a prouvé qu'il était extrêmement doué en matière d'interprétation et de traduction. Sur le manifeste de la flotte, Enrique de Malacca est répertorié comme surnuméraire ou interprète et est payé 1500 maravedis par mois. Fait intéressant, il semble qu'Enrique ait été jugé particulièrement important, car Antonio Pigafetta, le chroniqueur de l'expédition, n'est payé que 1000 maravedis par mois. En plus d'être payé, Magellan donne sa parole à Enrique que s'il meurt pendant le voyage, Enrique ne sera plus redevable à personne et sera un homme libre. Après 16 jours en mer, les navires jettent l'ancre à Tenerife dans les îles Canaries. Les navires prennent davantage de provisions, comme des légumes à manger et du goudron pour effectuer des réparations si nécessaire, tous deux étant moins chers sur les îles qu'en Espagne. C'est lors de cette escale que Ferdinand Magellan apprend, grâce à une lettre secrète envoyée par son beau-père, Diogo Barbosa, que le capitaine du San Antonio, Juan de Cartagena, prévoit une mutinerie avec son équipage castillan. Magellan n'a pas le temps de s'occuper de cette menace pour le moment, car un problème plus immédiat s'est présenté. Le roi Manuel du Portugal a envoyé 2 flottes pour arrêter Magellan et stopper son voyage avant même qu'il n'ait commencé. L'équipage s'empresse de charger le navire de provisions et de naviguer. Le 3 octobre 1519, la flotte de circumnavigation a quitté les îles Canaries. Les 5 navires naviguent vers le sud le long de la côte ouest de l'Afrique. Il y a des querelles entre les capitaines car un désaccord éclate sur la meilleure route vers l'Atlantique. Certains veulent voyager directement vers l'ouest, tandis que Ferdinand Magellan soutient que la flotte doit voyager plus au sud le long de la côte africaine pour échapper aux navires portugais qui les poursuivent. Finalement, Magellan, en tant que commandant du voyage, prend la décision finale et la flotte continue vers le sud. Alors qu'ils atteignent l'équateur vers la fin d'octobre, le temps commence à se dégrader. Une série de tempêtes frappe l'armada et pendant plusieurs jours, les navires doivent baisser leurs voiles pour éviter les dommages. Les équipages à bord des navires sont des explorateurs, mais aussi très religieux. En fait, ils ont pour mission d'apporter le christianisme à tous les non-croyants qu'ils rencontrent en chemin. En route vers le sud, les hommes observent le feu de Saint-Elme, phénomène vu comme un présage positif en voyage. Le feu de Saint-Elmo se produit lorsque l'air devient électriquement chargé et que les molécules cherchent un moyen de libérer cette charge et de revenir à l'équilibre. Lorsque cela se produit, les particules déchargent leur énergie dans un plasma lumineux qui ressemble à un éclair via la mise à la terre d'une structure haute, comme le mât d'un navire. Saint-Elmo est considéré comme le saint patron des marins, d'où le nom donné à ce phénomène. Antonio Pigafetta, explorateur vénitien, s'est joint à l'expédition de Magellan comme chroniqueur. Dans ses notes, il raconte de tels événements religieux en disant « Pendant ces tempêtes, le corps de Saint Anselme nous est apparu plusieurs fois. Parmi d'autres, une nuit où il faisait très sombre à cause du mauvais temps, le saint susmentionné est apparu sous la forme d'un feu allumé au sommet du mât principal et y est resté près de 2h30, ce qui nous a beaucoup réconfortés, car nous étions en larmes, n'attendant que l'heure de périr. Et lorsque cette sainte lumière s'éloignait de nous, elle émettait une telle brillance dans les yeux de chacun que nous avons passé près d'un quart d'heure comme des personnes aveuglées et criant grâce. Car sans aucun doute, personne n'espérait échapper à cette tempête. Revigorée par ce bon présage, la flotte manœuvre vers l'ouest et suit le courant équatorial sud et les alizés.
Toutefois, durant la traversée, Juan de Cartagena exprime son désaccord sur la décision de Magellan, affirmant qu'il devrait être relevé de son commandement. Cet acte de mutinerie suffit à Magellan pour faire arrêter Cartagena. Il est jeté au fer, mais plutôt que d'être exécuté comme c'était la punition traditionnelle pour mutinerie, les capitaines Quesada et Mendoza convainquent Magellan de décharger Cartagena de son commandement et de le confiner à la Victoria. Magellan accepte et promeut Antonio de Coca comme le nouveau capitaine du San Antonio. Le 29 novembre, l'Armada a terminé sa traversée de l'Atlantique. Elle se trouve maintenant à 27 lieues, soit environ 93 miles de la côte de l'Amérique du Sud. Un peu plus de 2 semaines plus tard, l'expédition de Magellan a atteint Rio de Janeiro le 13 décembre. Le danger est que c'est un territoire portugais, mais aucun navire ennemi ne semble être amarré dans le port, et donc il est décidé que la flotte peut s'arrêter pour se ravitailler. Magellan et son équipage sont accueillis par les peuples indigènes de la région. La flotte reste au port 13 jours pour des réparations et du commerce. Les Européens font le plein de nourriture telle que l'igname, le manioc et les fruits tropicaux, ainsi que des gallons d'eau fraîche. Ils avaient apporté de nombreux articles à échanger lorsqu'ils rencontraient des populations indigènes le long de leur route. Enrique de Malacca est chargé de faciliter les accords commerciaux dans l'espoir que ses compétences multilingues lui permettront de mieux communiquer avec les personnes ne parlant ni espagnol ni portugais. Cependant, ce n'est pas la région du monde d'où il vient, et il n'y a pas de point commun entre les langues de sa patrie et celles des Américains indigènes. Néanmoins, Henrique fait de son mieux pour faciliter les accords entre les Européens et les Américains à travers des gestes et des dessins. Cela sera une pratique courante pendant une grande partie du voyage jusqu'à ce que l'expédition atteigne le Pacifique occidental où quelque chose d'étonnant se produira. Après avoir quitté Rio de Janeiro, la flotte continue vers le sud, le long de la côte. En février 1520, ils approchèrent du terminus sud du continent. Magellan est sûr qu'il y a un détroit qui lui permettra de contourner la pointe de l'Amérique du Sud et d'atteindre les parties occidentales de la masse terrestre. De peur de manquer le détroit, les navires reçoivent l'ordre de naviguer aussi près que possible de la côte et de ne naviguer que pendant la journée. C'est une proposition dangereuse, car il n'y a pas de carte fiable de la région, et l'échouement est une possibilité très réelle. Chaque jour qui passe, la température commence à baisser. L'expédition est dans l'hémisphère sud, donc l'hiver ne se termine pas, mais est sur le point de commencer. Le 21 mars 1520, Ferdinand Magellan a donné l'ordre d'ancrer les navires et de se préparer pour l'hiver. La flotte s'est arrêtée dans une baie, qui a reçu le nom de Port San Julián. Aucun Européen n'a osé s'aventurer aussi loin au sud des Amériques, donc la flotte de Magellan est en territoires inexplorés. Pendant les 5 mois suivants, les hommes de l'expédition de Magellan luttent pour survivre au brutal hiver sud-américain. Les tensions sont vives et il y aura du mécontentement parmi l'équipage. Toutefois, les températures glaciales et les mauvaises conditions météo rendent le voyage dangereux. Il n'y a donc pas d'échappatoire et une mutinerie semble imminente. À minuit le 31 mars, jour de Pâques, les capitaines espagnols de l'expédition ont lancé un coup d'État contre leur commandant portugais. Alors que le jour marquant la résurrection du Christ commence, le chaos éclate à bord des navires. Comme le désaccord dans l'Atlantique, la mutinerie est menée par l'ancien capitaine du San Antonio, Juan de Cartagena. Cependant, cette fois, en raison des hommes mécontents et de l'insatisfaction parmi beaucoup d'Espagnols, Cartagena est soutenu par Gaspar de Quesada, capitaine de la Concepción, et Luis Mendoza de la Victoria. Ils prétendent que Magellan n'est pas apte à continuer à diriger l'expédition et que ses décisions ont mis en danger la flotte et les hommes à bord des navires. Les mutins se sont couverts le visage de charbon et ont embarqué sur le San Antonio. Alors qu'ils montent à bord du navire, un marin du nom de Juan de Aloriaga tente désespérément d'avertir les autres qu'une mutinerie a commencé. Dans l'obscurité de la nuit, Aloriaga est poignardé plusieurs fois par Gaspar de Quesada pour faire taire ses avertissements. Les mutins se frayent un chemin à travers le navire et prennent le contrôle du San Antonio. Ils contrôlent maintenant 3 des 5 navires de la flotte de Magellan. Seul le Santiago, commandé par Juan Serrano, et le navire amiral Trinidad sont sous l'autorité de Magellan. Les mutins tirent les canons du San Antonio sur le navire de Magellan, mais ne causent pas de dommages significatifs. Le soleil se lève. Il y a une impasse entre les deux factions alors que chaque côté décide de la prochaine action à entreprendre. Le 2 avril 1520, les mutins ont décidé de consolider leurs forces. Malheureusement, le courant à Port San Julián est fort et une des chaloupes est poussée à proximité de la Trinidad où elle est capturée. Les mutins sont contraints de divulguer les plans de leurs camarades.
Apprenant le prochain mouvement de ses adversaires, le commandant portugais décide de lancer une contre-offensive. Magellan et quelques marins échangent leurs habits avec les mutins capturés et embarquent sur leur drakkar. Ils rament vers Victoria déguisée. Simultanément, un autre groupe de marins loyaux fait le tour du côté opposé de la Victoria. Le leader de ce second groupe, Gonzalo de Espinosa, prétend avoir un message pour le capitaine Luis Mendoza. Il est amené à bord et conduit à la cabine du capitaine. Mendoza attend patiemment qu'Espinosa transmette son message, mais à la place, Espinosa sort un couteau et poignarde le capitaine mutin dans le cou. Peu après, Magellan et ses marins déguisés en mutins attaquent l'équipage de la Victoria. Les fidèles de Magellan prennent avec succès la Victoria, rétablissant l'équilibre des pouvoirs pour le commandant portugais. Cartagena réalise qu'il ne peut plus capturer toute la flotte et essaie de négocier avec Magellan. Quesada a donné l'ordre de fuir, mais les marins fidèles à Magellan avaient saboté le San Antonio en coupant plusieurs cordes et câbles, rendant les voiles du navire inutilisables. Magellan et ses hommes capturent les 2 derniers navires et forcent les mutins à se rendre. Le 7 avril, une semaine après la mutinerie de Pâques, les procès des traîtres commencent. Gaspar de Quesada est décapité. Les corps de Quesada et de Mendoza sont pendus et leurs corps sont exposés pendant 3 mois entiers, comme un rappel à tous de ce qui se passera s'ils tentent de se mutiner à nouveau. Juan de Cartagena est condamné à être abandonné sur une petite île dans la baie, où ses options sont de mourir de faim ou d'essayer de braver les eaux glaciales et agitées. Une condamnation à mort en soi. Le reste des mutins est contraint de travailler enchaîné et entravé à bord des navires de la flotte. Magellan décide qu'à la fin d'avril, il a besoin d'un plan pour une fois que l'hiver se termine et que l'expédition peut reprendre. Il ordonne à Juan Serrano de sortir le Santiago de la baie et de partir en éclaireur plus au sud, pour le détroit qui leur permettra de contourner la pointe de l'Amérique du Sud. Le 3 mai, Santiago atteint l'estuaire de la rivière Santa Cruz. Ici, il découvre une profusion de poissons et d'autres ressources naturelles, telles que du bois robuste pour des réparations. Après avoir exploré un peu plus loin, Serrano décide de retourner au reste de la flotte. Cependant, le 22 mai, Santiago a rencontré une intense tempête hivernale. Le navire est projeté sur un banc de sable. Les marins abandonnent le navire et atteignent le rivage quelques instants avant que le Santiago ne chavire. Serrano demande des volontaires pour remonter la côte à pied et informer Magellan de ce qui s'est passé. Il leur faut 11 jours pour atteindre le port Saint-Julien, où les 4 autres navires sont amarrés. Magellan envoie 24 hommes par voie terrestre pour aider les hommes échoués à Santa Cruz. L'équipage naufragé du Santiago a construit de petites huttes pour se protéger des éléments. L'abondance de fruits de mer dans la région assure leur survie en attendant les secours. L'équipe de secours les atteint et tout le groupe retourne en toute sécurité à Saint-Julien. Après le désastre du Santiago, Magellan décide de garder la flotte à l'abri dans la baie jusqu'à ce que l'hiver commence à se calmer. En août, il estime qu'il est assez sûr de déplacer les navires à Santa Cruz, où le Santiago avait fait naufrage. Les survivants avaient informé Magellan de l'abondance de ressources dans la région, donc le déplacement de la flotte est jugé valoir le risque. Les navires ont mis les voiles vers le 24 août et sont arrivés en toute sécurité à l'estuaire de la rivière Santa Cruz. Ils restent là plusieurs semaines supplémentaires, attendant la fin de l'hiver pour reprendre la recherche du détroit insaisissable. Le 18 octobre, 1520 Magellan a ordonné à l'expédition de poursuivre leur mission. Ils atteignent le cap Virgenes à 52 degrés de latitude sud, où ils trouvent une grande baie. Soudain, le temps change radicalement. Les vents se lèvent et une tempête balaye la baie. Magellan ordonne au navire de se replier vers la haute mer pour réduire le risque d'être échoué sur les rochers saillants de la baie. La Trinidad et la Victoria parviennent à s'en sortir indemnes, mais la Conception et la San Antonio sont poussées de plus en plus profondément dans l'anse inexplorée. Pendant 3 jours, les navires sont séparés, mais une fois la tempête diminuée, la flotte est réunie. Les capitaines de la Conception et de la San Antonio informent Magellan que la tempête les a poussés plus loin dans la baie, où ils ont trébuché sur un détroit qui semblait continuer à l'ouest, bien hors de vue. Magellan et les capitaines décident que cela pourrait être le détroit qu'ils recherchent. La flotte retourne dans la baie et se dirige vers les coordonnées du détroit. Alors que les navires entrent dans le passage, ils testent la salinité de l'eau. Contrairement aux estuaires où les rivières coulent de l'intérieur des terres, la teneur en sel de l'eau dans cette région est restée la même. C'est une bonne indication que la voie navigable que la flotte emprunte est en fait un passage autour de l'Amérique du Sud.
À l'époque, Magellan appelait ce bras d'eau l'Estrecho de Todos los Santos, ou le canal de tous les saints, mais il sera plus tard renommé le détroit de Magellan. Vers le 28 octobre, l'expédition atteint une île presque à mi-chemin du détroit. Magellan donne l'ordre à la flotte de se séparer pour explorer plusieurs voies autour de l'île et s'assurer qu'il ne manque pas la route à travers le canal. Trinidad, Victoria et Conception se regroupent de l'autre côté de l'île. Cependant, San Antonio n'est pas là. Magellan ordonne à la flotte d'attendre le navire manquant, mais avec chaque jour qui passe, l'espoir diminue qu'ils seront réunis. Gonzalo de Espinosa est chargé de continuer à explorer si le passage débouche sur le plan d'eau à l'ouest de l'Amérique du Sud. Il navigue pendant 3 jours et est accueilli par des eaux libres. Espinosa fait demi-tour avec son navire et retourne voir Magellan avec la bonne nouvelle qu'il attendait. Ils l'ont trouvé, le détroit qui relie l'Atlantique à ce qui se trouve au-delà. Il semble maintenant que le rêve de Magellan de naviguer vers l'ouest pour atteindre l'Asie de l'Est va devenir une réalité. Magellan verse des larmes de joie à l'annonce de la découverte. Il donne l'ordre à la flotte de continuer. À ce stade, on pense que San Antonio a été soit perdu, soit abandonné. Il s'avérera que c'est la dernière option, car San Antonio est déjà en route pour l'Espagne. Le 28 novembre, 1520 Trinidad, la Conception et la Victoria traversent le détroit et se trouvent dans ce que Magellan appelle Mar Pacifico, ou l'océan Pacifique, en raison de ses eaux calmes. Les navires remontent la côte de l'Amérique du Sud jusqu'à ce qu'ils atteignent ce qui deviendra finalement Santiago, Chili. Après avoir rassemblé toutes les fournitures et la nourriture possibles sur la côte, Magellan ordonne à la flotte de se diriger vers le nord-ouest dans l'océan ouvert le 18 décembre 1520 et d'explorer une partie du monde qu'aucun Européen n'a rencontré auparavant. Il s'écoule plus d'1 mois avant que les hommes à bord de la Trinidad, de la Conception et de la Victoria ne revoient la Terre. Le 24 janvier 1521, une série de petites îles a été repérée. L'île principale est baptisée île des requins, ce qui est probablement connu aujourd'hui comme atoll Puka Puka. L'île est inhabitée et dispose de très peu de ressources utiles. L'expédition continue et le 13 février, les navires traversent l'équateur. Plusieurs jours plus tard, une autre île est repérée, à laquelle on donne le nom de San Pablo. Mais ce morceau de terre est également inhabité et dépourvu de tout ce qui pourrait être utile pour les marins mal nourris. Les chefs de l'expédition n'avaient aucun moyen de savoir à quel point l'océan Pacifique serait grand. Magellan supposait que l'Asie serait relativement proche des côtes occidentales des Amériques, ou tout au moins qu'il y aurait des îles habitées en chemin. Aucune de ces choses ne s'est avérée vraie. Les navires au départ de l'Amérique du Sud n'étaient pas suffisamment approvisionnés en nourriture et eau. La petite quantité de viande qu'ils avaient s'est gâtée sous la chaleur intense de l'équateur. Antonio Pigafetta relate les horreurs de cette partie du voyage, racontant qu'il n'y avait que de vieux biscuits remplis de vers à manger. Pour empirer la situation, les rats du navire avaient infesté les réserves de nourriture et souillé la majorité des provisions. L'équipage en vient même à manger de la sueur et tous les rats qu'ils peuvent attraper. Les hommes commencent à souffrir de scorbut, et l'équipage ressemble plus à des squelettes qu'à des marins en bonne santé. Le 6 mars 1521, alors que tout espoir était presque perdu, la flotte aperçut l'île de Guam. Cette île est différente des précédentes, car il y a des gens qui y vivent. Les marins crient de joie, car il doit y avoir de la nourriture et de l'eau sur les îles. Enrique de Malacca est chargé de traduire les questions et les désirs de Magellan aux peuples indigènes qu'il rencontre, mais il n'y a pas de langue commune entre eux. Les gens sur l'île appartiennent à la culture chamorro, qui a très peu de contact avec l'Asie de l'Est. En raison d'un malentendu ou d'une mauvaise communication alors qu'un groupe de chamorros est à bord du Trinidad, on suppose qu'un petit bateau a été volé. Cela conduit les Européens à prendre les armes. Les insulaires filent le navire, mais le lendemain, Magellan ordonne à une équipe de raid d'aller à terre. Ces hommes finissent par massacrer les habitants d'un village voisin et le brûlent jusqu'au sol. Les Européens prennent tout ce qu'ils veulent du village décimé, ce qui leur donne suffisamment de nourriture et d'eau pour continuer leur voyage. Le 9 mars, la flotte quitte Guam et continue dans une direction sud-ouest. Une semaine après avoir quitté Guam, l'expédition de Magellan atteint les îles périphériques des Philippines. C'est ici qu'une série d'événements va se dérouler qui conduira à la trahison, à la mort et à la révélation. Lorsque la flotte aperçoit la Terre le 16 mars 1521, ils ajustent leur cap et se dirigent directement vers l'île la plus proche.
Ce sera le premier contact entre les Européens et les îles des Philippines. Cependant, il est probable que ce ne soit pas la première fois que les Européens rencontrent des Philippins, car le commerce se fait entre les îles Philippines, l'Indonésie et la Malaisie depuis des siècles. Cela signifie que certains des commerçants avec lesquels les Portugais ont traité à Malacca auraient pu être des Philippins, et les esclaves achetés ou pris en Malaisie pourraient à l'origine provenir des îles Philippines. Outre la découverte d'une route occidentale autour de l'Amérique du Sud vers les îles aux épices d'Indonésie, Magellan a également été chargé par le roi d'Espagne de convertir au christianisme tous les peuples avec lesquels il est entré en contact, ainsi que de revendiquer tout territoire encore non réclamé pour l'Espagne. Il n'est pas clair combien de conversions ont été effectuées lors des précédents points de contact, mais une fois que Magellan atteint les Philippines, il commence à prendre très au sérieux la partie conversion de son travail. La flotte atteint l'île de Suluan et est accueillie par les Philippins. Magellan dirige son navire vers la côte de la plus grande île d'Omonon, juste à l'ouest, où l'expédition commerce avec les habitants philippins et reste amarrée pendant près de 2 semaines. L'équipage se repose, tandis que la nourriture et l'eau sont chargées sur les navires. Le 27 mars, la flotte poursuit son voyage. Le lendemain matin, il rencontre plus de Philippins en canoë près de l'île de Limasawa. C'est dans ces eaux que l'expédition tombe sur 2 navires Balangay transportant des Philippins de Mindanao. C'est cette rencontre entre les gens de Mindanao et l'expédition qui permet pour la première fois à Henrique de Malacca de communiquer avec les habitants locaux que les Européens rencontrent. Il existe différentes interprétations de cette interaction, mais le fait qu'Henrique puisse comprendre et parler le dialecte dans lequel les Philippins communiquent pourrait signifier qu'il est proche de l'endroit d'où il venait avant d'être vendu comme esclave et amené en Europe. D'après les récits de cette partie du voyage, il est clair que certains des Philippins, comme Henrique, parlent malais. C'est parce que c'est la langue commerciale prédominante dans la région. Plus tard dans la journée, les Européens sont amenés aux dirigeants de Mindanao appelés Raja Colombo et Raja Siawi. Les Européens remarquent que les dirigeants philippins portent des ornements en or, et lorsqu'on leur demande s'ils ont plus d'or, on leur informe que le précieux métal est abondant sur leurs îles natales de Butuan et Calagan au sud. Les Philippins sont heureux d'échanger leur or contre du fer, une entreprise lucrative pour les Européens, qui accorde beaucoup plus de valeur à l'or. Le 2 avril, Magellan discute avec les autres capitaines de la prochaine stratégie à adopter. Beaucoup veulent se diriger vers le sud-ouest en direction de Malacca et des îles de Malaisie et d'Indonésie. Cela a toujours été leur objectif, et ils sont clairement très proches. Cependant, Ferdinand Magellan décide de s'enfoncer davantage aux Philippines. Le lendemain, la flotte se dirige vers Cebu, guidée par Colombo. Le 7 avril, l'expédition de Magellan a accosté sur les îles. Afin d'impressionner le dirigeant cebuano, Magellan fait une démonstration de ses armes et canons. Il discute du christianisme avec le chef de l'île, Raja Umabon. Le 14 avril, Umabon et toute sa famille ont été baptisés et ont reçu une sculpture du bébé Jésus, connue sous le nom de Santo Niño de Cebu. Cela deviendra plus tard une relique sacrée pour l'île. Suivant l'exemple de leur chef, environ 2200 Philippins de la région décident également de se convertir au christianisme. Tout cela est possible grâce à la traduction fournie par Henrique. Pendant leur séjour à Mindanao et à Cebu, Antonio Pigafetta consigne les interactions d'Henrique avec la population locale. Il écrit qu'Henrique comprend facilement les insulaires, ce qui suggère que le traducteur ne parle pas seulement malais, mais maîtrise également le dialecte philippin local de Cebuano ou Bisaya. Pigafetta enregistre également environ 150 mots de vocabulaire, dont la plupart sont en cebuano et ont probablement été traduits par Henrique. Selon les témoignages directs que nous avons, il semble qu'Henrique soit un véritable polyglotte capable de parler portugais, espagnol, malais et cebuano. Il a appris le portugais et l'espagnol en tant qu'esclave, et comme Henrique a été vendu comme esclave à Malacca, il n'est pas surprenant qu'il parle aussi le malais, qui est la langue dominante de la région. Mais le fait qu'il puisse communiquer en cebuano est surprenant. C'est la connaissance de ce dialecte qui suggère qu'Henrique de Malacca n'est pas du tout originaire de Malacca, mais des Philippines. Si cela est vrai, alors Henrique vient de devenir la première personne à faire le tour du monde, car son point de départ n'est pas l'Europe, comme le reste de l'équipage, ni même Malacca, qui se trouve à près de 1000 miles à l'ouest, mais quelque part beaucoup plus proche de l'endroit où se trouve actuellement l'expédition. Alors que Magellan traverse les Philippines, il revendique chaque île au nom de l'Espagne.
Cependant, lorsqu'il rencontre le peuple de Mactan près de Cebu, qui sont les rivaux de Humabon, une guerre éclate qui mettra fin prématurément au voyage de Ferdinand Magellan. Le chef du peuple de Mactan est un homme du nom de Lapu-Lapu. Lorsque Magellan exige qu'il et son peuple se convertissent au christianisme, Lapu-Lapu refuse. Magellan est furieux de l'insolence de ces Philippins et rassemble une force de 60 hommes bien armés pour soumettre les Mactans. Le 27 avril 1521, la force européenne part de Cebu pour Mactan. Certains des Cebuanos déjà convertis ont également rejoint l'expédition. Magellan envoie un dernier envoyé à Lapu-Lapu, lui donnant une dernière chance de se rendre et de se convertir à la seule vraie foi ou d'affronter les conséquences. Quand Lapu refuse, Magellan lance son attaque. 49 hommes sautent hors des longboats. Ils pataugent dans l'eau jusqu'à leurs cuisses et approchent du rivage. Les 11 hommes restants restent en arrière pour garder les bateaux. Ils ne peuvent pas être amenés jusqu'à la plage à cause des rochers tranchants et du corail entourant le rivage. Une fois que les Européens débarquent, ils sont accueillis par 1500 guerriers de Mactan, dirigés par Lapu-Lapu. L'armure et les armes européennes sont bien plus avancées que celles des Philippins, mais les insulaires ont l'avantage du nombre. Les Mactans se précipitent vers les Européens, libérant des cris de guerre qui percent le silence avant la bataille. Magellan et ses hommes décochent flèche après flèche de leurs arbalètes. Les mousquetaires tirent dans la vague d'arrivée de guerriers. Une lutte sanglante commence sur la plage. Les Mactans reconnaissent Magellan et concentrent leur attaque sur le chef de la force européenne. Ils font tomber son casque, laissant Magellan vulnérable à des coups mortels. Une lance en bambou vole dans les airs et empale Ferdinand Magellan. Il continue de se battre, mais la blessure est si grave qu'il peut à peine lever son âme. Lorsque les guerriers réalisent que Magellan est blessé, ils concentrent encore plus leur attention sur le chef de leur ennemi. Pigafetta écrit plus tard qu'à ce moment-là, le capitaine de l'expédition est tombé face contre terre dans le sable, lorsqu'immédiatement ils se sont précipités sur lui avec des lances de fer et de bambou, et avec leurs coutelas, jusqu'à ce qu'ils tuent notre miroir, notre lumière, notre confort et notre véritable guide. En raison de la taille impressionnante de la force de Mactan, ils ont remporté une victoire décisive sur les Européens qui a culminé avec la mort de Ferdinand Magellan. Son corps est laissé derrière alors que les soldats européens se replient vers leurs bateaux. Avec la mort de Magellan, l'expédition a besoin d'un nouveau leader. Une élection est organisée qui aboutit à ce que Duarte Barbosa, le beau-frère de Magellan, et Juan Serrano deviennent co-commandants. Même si Magellan avait promis la liberté à Enrique s'il venait à mourir, les nouveaux commandants estiment que l'interprète est trop important pour être libéré. Ils forcent Enrique à rester avec l'expédition et à continuer ses fonctions. Mais en raison du fait qu'il peut communiquer avec les Philippins en cebuano ou en malais, Enrique a d'autres projets. Le 1er mai, 4 jours après la bataille de Mactan, où Ferdinand Magellan a été tué, Raja Humabon invite les Européens à un grand festin en leur honneur. Environ 30 hommes, principalement des officiers, y compris les co-commandants nouvellement élus et Enrique, se rendent à Cebu. Les Philippins apportent des fruits frais et des fruits de mer pour le plaisir des Européens. Ils rient et se font plaisir. Cependant, vers la fin du repas, l'atmosphère accueillante que les Cebuanos ont dépeinte pendant le festin disparaît soudainement. Des guerriers philippins envahissent la pièce, assassinant tout Européen qu'ils peuvent attraper. 27 des 30 hommes présents au festin sont tués. Juan Serrano est traîné hors de la salle et forcé à se mettre à genoux face aux navires espagnols ancrés au large de la côte. Il est retenu en otage pour une rançon. Serrano supplie ses hommes de payer ce que les Cebolanos demandent en échange de sa vie. Mais le commandant nouvellement élu a très peu de marins qui lui sont fidèles alors que les navires lèvent l'ancre et s'éloignent. C'est à ce moment que tous les récits de première main de ce qui se passe dans cette partie des Philippines se terminent, en raison du départ de Pigafetta et du reste des Européens pour les îles aux épices. On suppose que Juan Serrano est tué lorsque la rançon n'est pas payée et que les navires partent. Cependant, ce qui arrive à Enrique est une autre histoire. Le massacre du 1er mai avait probablement été orchestré par Enrique et la direction Cebuano. Le fait que les Européens n'avaient aucune idée de ce qu'Enrique disait aux Philippins à tout moment signifiait qu'il pouvait mettre en place un plan pour assurer sa liberté, qui avait d'abord été enlevé lorsqu'il avait été acheté comme esclave, puis à nouveau lorsqu'il n'avait pas été libéré à la mort de Magellan.
Enrique n'était sans doute pas natif de Cebu. Cependant, il est très plausible qu'il était philippin, ou au moins originaire de quelque part dans la région. Pigafetta a écrit dans ses notes qu'Enrique était originaire de Sumatra, mais cela semble peu probable s'il comprenait et parlait le Visayan ou le Cebuano, car les langues philippines n'étaient pas parlées à Sumatra. Peut-être est-il né aux Philippines, puis vendu comme esclave à Sumatra, où il a finalement atterri à Malacca. La connexion linguistique pourrait suggérer qu'Enrique de Malacca était en réalité Enrique des Philippines. Peu importe d'où exactement Enrique venait, à ce stade, il est beaucoup plus proche de l'endroit où sa vie a commencé et de sa maison que tous les Européens. Après le départ des Espagnols, il aurait été logique qu'Enrique retourne auprès de son peuple, que ce soit sur une autre île des Philippines, en Indonésie ou en Malaisie. Il semble que le massacre des Européens le 1er mai ait été orchestré par Enrique pour retrouver sa liberté, peut-être en échange de ce qui pourrait être volé ou rançonné des Européens. Après le départ des 3 derniers navires espagnols, ce sera un autre, années et 4 mois avant que quiconque dans l'expédition ne retourne en Espagne pour achever leur circumnavigation du globe. Il est probable qu'Enrique serait rentré chez lui ou aurait au moins voyagé le long des routes commerciales de la région bien avant que les Européens ne soient rentrés en Espagne. Cela signifie qu'un homme asservi des îles de Malaisie, d'Indonésie ou des Philippines a probablement été la première personne à faire le tour du monde plus d'1 an avant que tout Européen de l'expédition de Magellan n'accomplisse le même exploit. Le 2 mai 1521, moins de la moitié des 227 hommes qui avaient commencé le voyage étaient encore en vie. João Lopes Carvalho est élu le nouveau leader de l'expédition. Les équipages décident qu'ils ne sont pas assez nombreux pour continuer à opérer 3 navires, donc la nourriture et les marchandises à bord de la Conception sont transférées à la Victoria et Trinidad, et le navire est incendié. Les 2 navires restants traversent les îles du sud des Philippines, s'arrêtant le long de Mindanao avant d'atteindre Brunei en juillet 1521. En chemin, les Européens se livrent à des actes de piraterie et de pillage pour tenter de sauver le désastre qu'est devenu leur expédition. Si Magellan avait survécu pour atteindre cette partie du voyage, il serait devenu la première personne à faire le tour du monde. Malheureusement, il est décédé à moins de 1000 miles de l'accomplissement de son objectif. Le 21 septembre, João Elan Lopes Carvalho est contraint de démissionner de son poste de commandant en raison du mécontentement croissant de l'équipage. Martin Méndez et Gonzalo de Espinosa deviennent les capitaines de la Trinidad et Juan Sebastián Elcano est élu capitaine de Victoria. Alors que les navires continuent à travers les eaux de l'Indonésie, ils sont attaqués par une flotte brunéienne. Ce n'est que le 8 novembre que les 2 derniers navires de l'expédition de Magellan atteignent enfin l'une des îles aux épices qu'ils recherchaient, appelée Tidor. Le 21 décembre 1521, la Victoria, commandée par Elcano, a commencé son voyage vers l'océan Indien pour entamer son retour vers l'Espagne. Toutefois, les capitaines de la Trinidad prennent la décision fatale d'emprunter un autre itinéraire, ce qui fait que la Trinidad ne reviendra jamais en Espagne. Le 29 décembre, la Victoria atteint l'île d'Ambon. Le 25 janvier 1522, le navire accoste à Timor, son dernier arrêt enregistré avant de s'aventurer vers l'ouest à travers l'océan Indien. Cependant, Trinidad se restait dans les îles aux épices jusqu'au 6 avril 1522. Commandé par Gonzalo Gómez de Espinosa, le navire se dirige vers l'est au lieu de l'ouest, comme la Victoria. Espinosa croit que le navire amiral de l'expédition de Magellan peut traverser le Pacifique et atteindre la Nouvelle-Espagne, ou ce qui est maintenant le Mexique. Le 16 avril, Trinidad est arrivé à Guam et aux îles Mariannes. Espinosa a déjà perdu la foi de certains membres de son équipage et au moins 3 hommes désertent dans les îles Mariannes. Trinidad se dirige vers le nord-est alors qu'ils essaient désespérément de localiser les vents d'ouest qui les porteront à travers l'océan Pacifique, mais les vents vitaux ne peuvent pas être localisés. Le Trinidad dérive dans les vastes eaux du Pacifique où le scorbut commence à faire des ravages et jusqu'à 30 hommes meurent en conséquence. À un moment donné, en septembre, l'expédition vers l'Est est jugée comme un échec total et Trinidad retourne en Indonésie. Il arrive 2 mois plus tard, avec un équipage qui ressemble à des squelettes et un navire battu par les intempéries. Une flotte portugaise, avec l'ordre d'arrêter Magellan, tombe sur Trinidad près de Tidor, où elle est facilement capturée car l'équipage est trop faible pour se battre. Le Trinidad est ramené à Ternate, sous contrôle portugais, où il est pris dans une tempête, réduit en morceaux et coule au fond de l'océan.
Le 6 mai 1522, la Victoria a contourné le cap de Bonne-Espérance, à la pointe sud de l'Afrique. L'équipage est gravement à court de nourriture et doit soit accoster, soit ils périront. Elcano a décidé d'accoster au Cap-Vert, un port contrôlé par les Portugais le 10 juillet 1522. Lui et l'équipage inventent une histoire selon laquelle ils sont un navire espagnol revenant des Amériques, car ils savent que les Portugais cherchent à arrêter quiconque dans l'expédition de Magellan depuis son début. Malheureusement, lorsque les Portugais examinent la cargaison à bord de la Victoria, ils trouvent 26 tonnes de clous de girofle et d'épices de cannelle des Indes orientales. L'équipage de la Victoria passe à l'action et se prépare à partir avant que leur navire ne puisse être capturé. 13 hommes sont arrêtés, mais Elcano et les marins restants de l'expédition de Magellan parviennent à s'échapper avec les Portugais à leur trousse. La Victoria remonte la côte de l'Afrique et le 6 septembre 1522 atteint Sanlúcar de Barrameda en Espagne. Presque 3 ans jour pour jour après le départ de l'expédition originale d'Europe, un navire et 18 hommes ont réussi à accomplir la circumnavigation de la planète entière. La Victoria transporte des épices des Indes orientales ainsi que plusieurs esclaves moluques gravement malnutris. Le 8 septembre, la Victoria remonte le fleuve jusqu'à Séville. L'expédition de Magellan a parcouru environ 60 000 miles, a été les premiers Européens à traverser l'océan Pacifique et a ouvert de nouvelles routes commerciales pour l'Espagne. Plus de 80% de l'équipage a perdu la vie pendant le voyage. Lorsque Elcano rencontre l'empereur Charles d'Espagne, on lui donne un globe avec l'inscription « Primus circum dedistem », « Tu as été le premier à m'encercler ». L'expédition de Magellan a prouvé une fois pour toutes que la Terre était ronde. Elle a également permis à l'Espagne d'établir des routes commerciales et économiques entre ses colonies dans les Amériques et les territoires qu'elle revendiquait en Asie, comme les Philippines. Le voyage de Magellan a initié la première ère de mondialisation historique. Ferdinand Magellan lui-même n'a pas fait le tour du monde car il est mort aux Philippines sur une île plus à l'est qu'il n'avait jamais été auparavant. Son ancien esclave et traducteur lors de l'expédition, Henrique de Malacca, en revanche, semblait parler la langue philippine visayan et aurait donc pu être lui-même philippin ou avoir vécu près des îles Philippines avant d'être vendu en esclavage. Par conséquent, la première personne à avoir fait le tour du monde n'était certainement pas Ferdinand Magellan et probablement pas l'un des 18 Européens à bord de la Victoria lorsqu'elle est rentrée en Espagne. Au lieu de cela, c'était un homme né quelque part dans les îles au large de la côte est de l'Asie. Si vous avez apprécié cette vidéo ou la géographie, regardez. La vraie raison pour laquelle les navires ne traversent pas l'Amérique du Sud, ce n'est pas à cause de la distance. Ou vous pouvez consulter cette vidéo qui parle de l'endroit le plus difficile à atteindre dans le monde,